Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle les SalesOps. C'est un format où je vais interviewer des SalesOps pour te faire découvrir leur métier, comment ils ont commencé leur carrière en tant que SalesOps, comment ils structurent leur équipe commerciale, marketing, customer success, la chose la plus productive qu'ils ont mis en place ou encore les outils qu'ils utilisent. Mon invité aujourd'hui c'est Harry Marteau, Head of Sales chez SGS. Hello Harry, merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Merci à toi, surtout de m'avoir invité, c'est cool. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui pour ce premier épisode, donc tu es passionné par la vente et le digital, tu accompagnes les directions générales et commerciales à bâtir de nouvelles stratégies jusqu'à leur mise en place. En ce moment chez SGS, tu travailles pour automatiser la prospection et à mettre en place une culture commerciale forte. Donc ma première question justement pour cette interview, pour toi ça va être qu'est-ce qu'un Head of Sales Ops et qu'est-ce que tu fais justement chez SGS? Donc oui, effectivement, alors, c'est des métiers qui sont, un petit peu nouveaux, en tout cas, alors peut-être pas trop dans le monde, des startups, mais en tout cas dans les entreprises comme SGS qui sont des entreprises, autour du monde, du legacy. Ce sont des postes qui sont nouveaux et moi aujourd'hui je suis en charge de 3 axes. Le premier c'est en lien avec les organisations. Le second, c'est, avec le process, tout ce qui est autour du process et des méthodes. Et puis le dernier, c'est en lien avec les outils digitaux. Voilà. Mon objectif, en fait, chez SGS, c'est d'aligner 3 départements qui ont tendance à pas souvent se parler ou qui sont des parents pauvres des uns et des autres, à savoir le marketing, le commerce, le service client. Il faut que tout ça, ça se parle sans friction. Donc voilà, donc le sales ops, c'est, les opérations autour de la vente et donc pour ça, il y a, les 3 grandes directions qui permettent de faire du business, à savoir le marketing, le commerce et le service client. OK, ça roule. Comment t'expliquerais justement à des personnes ce que fait SGS? Alors SGS, en fait, c'est une société qui est dans le monde du TIC. Le TIC, c'est T, pour, testing, I pour inspection et C pour certification. Globalement, le testing, c'est tous les tests en laboratoire. Donc par exemple, quand il y a un nouveau produit, alors, le plus fun, étant, les des objets, des jouets pour enfants, par exemple, où, là, on va tester, c'est-à-dire qu'on va étirer un petit peu sur les jouets, on va les faire passer, dans différents, tests laboratoires pour voir, s'ils sont bien, conformes aux normes de notre pays. L'inspection et puis la certification, la certification, ça va être tout ce qui est autour, des normes ISO, par exemple. Donc voilà, en France, on a à peu près 3000, un peu moins de 3000 collaborateurs et dans le monde, en revanche, puisqu'on est le leader mondial, on est, un petit peu plus de 80 000. Ah, c'est une grosse équipe alors. Ouais, alors moi, j'ai des interactions avec le monde, mais globalement, mon ma zone d'intervention, ça reste la France et des équipes commerciales en France. Et là, justement, comme tu as commencé à en parler, des équipes commerciales, est-ce que vous segmentez vos ventes? Si oui, comment? Est-ce que vous avez un système de complexe versus, transactionnel? Ou comment ça se passe pour vous? C'est une bonne question. Alors, en fait, chose à savoir, c'est que, chez SGS, tu as à peu près, en fait, 9 business lines. En fait, c'est des lignes de business qui sont spécialisées sur des verticaux. Donc, par exemple, tu vas avoir, l'environnement, tu vas avoir, la partie oil and gas, et cetera et cetera. Et donc, de facto, tu as 9 directions commerciales, mais qui ont pas forcément les mêmes offres de services. Mais tu sais, nous, on catégorise les offres de services sous forme de 3 types. Tu as le transactionnel, le mid-market et l'enterprise. Et donc, en fait, chaque offre de service a une organisation cible. Bien que majoritairement chez SGS, les, offres de services que l'on vend sont surtout du mid-market. Je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais globalement, transactionnel, c'est des paniers moyens très petits avec un gros volume d'opportunités. Et donc, dans ce cas-là, il faut que tu investisses massivement dans le marketing et dans le service client
parce que, bah, ton coût d'acquisition, si tu déportes une organisation commerciale, ça va être assez cher. Donc, il est préférable que tu automatises avec, du marketing et du service client. À contrario, l'enterprise, ça va être, justement, peu d'opportunités, mais le panier moyen va être assez gros. Donc là, ça va être plus des sales assez spécialistes, très tournés, partenaires ou, ingénieurs. Et puis, bah, au milieu, tu as, le consensus, on va dire, un volume d'opportunités, moyen et puis un panier moyen. Et donc c'est là où aujourd'hui où il y a le plus gros de SGS. Donc, pour pas diluer la question que tu m'as posée, globalement, comme dans toutes les sociétés, quand je suis arrivé, c'était organisé de façon très chasseur, très, enfin chasseur-éleveur. Et donc on a commencé, à intégrer progressivement, le lead, par exemple, la notion de lead. Le fait d'avoir un lead entrant, en provenant du marketing. Alors bien évidemment, cette année, ça a été, la plupart des leads sont beaucoup venus par le webinar. Et puis après, on arrive petit à petit à segmenter notre commerce avec justement l'entrant, le sortant, ceux qui vont gérer les clients, les foisonner et faire monter la LTV. Donc voilà. Bien évidemment, cette segmentation n'est pas déclinée dans toutes les BU. En fait, comment je travaille, je me concentre sur une BU en particulier, je vais à fond dessus et bah, j'opère une transformation, que ça soit autour de l'organisation, autour du référentiel de vente, donc la création d'un playbook et la mise en place d'une stack, quoi. Et juste pour revenir un peu sur ce que tu disais au début sur la partie transactionnelle, mid-market enterprise, c'est quoi pour vous transactionnel, c'est quoi mid-market enterprise? Chez moi, enfin chez moi, chez Chili Piper, pour nous, transactionnel SMB, PME, on va dire, c'est de 1 à 50 employés. Mid-market, ça va être de 50 à 1000 employés et enterprise, c'est au-dessus de 1000, tout ce qui est au-dessus de 1000 employés. Non, nous, c'est corrélé à l'offre de service. Donc typiquement, le transactionnel, bah, ça va être, des offres de services qui sont, compris entre, j'en sais rien moi, 10 € et 300 € par exemple. Après, enfin c'est un petit peu plus, c'est jusqu'à 1000 ou 2000 et à partir de 2000 jusqu'à on va dire, 200 000, là on va retrouver le mid-market. Les après 200 000 parce que c'est souvent des offres qui sont pluriannuelles, donc où, le cycle de vente est plus long, là on est sur la partie enterprise. Voilà. Donc on le décline pas de la même manière. Donc, bah, merci pour justement expliquer ça. Qu'est-ce qui t'a fait décider à commencer en fait ta carrière justement en sales ops? Qu'est-ce qui m'a fait décider de je sais pas, je pense que c'est des constats en fait, enfin si, je sais parce que c'est des constats en fait successifs, des échanges, des confrontations d'opinions, des erreurs aussi commises et donc d'ailleurs si je reviens sur un constat, je crois que le plus important, tu sais, c'est la fameuse réunion du lundi matin où en fait les commerciaux se font remonter les bretelles car ils ont pas fait assez de business et en fait, ils se font remonter les bretelles, mais en disant simplement: «Ouais, mais c'est parce que tu prospectes pas assez». Mais en fait, c'est pas une piste d'amélioration en tant que telle. Ça traite pas la cause racine du problème. Et en fait, les DIRCO peuvent pas le faire et ça existe encore dans de nombreuses sociétés, hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'ils ont pas la donnée. Ils ont pas la donnée parce qu'ils ont pas aussi les outils, les bons outils ou en tout cas, ils sont pas bien utilisés. Donc en fait, les managers commerciaux, bah, ils ont souvent tendance à, implémenter, intégrer des outils, mais sans revoir leurs process, leurs méthodes. C'est très humain, hein. C'est comme, voilà, quand tu es passionné de vente, bah, le CRM, tu penses que c'est le Graal, c'est le jouet et qu'il faut tout de suite l'avoir. Mais simplement, c'est comme, de nombreux, commerciaux, j'entends dire de nombreux commerciaux dire: «Ah mais bon, c'est normal, j'ai pas Salesforce donc je peux pas bien vendre». Mais non, en fait. Salesforce, ça te fera pas mieux vendre, ça te fera pas faire plus de rendez-vous et plus de closing. Ça, c'est ce que les éditeurs, veulent bien nous faire croire. Non, c'est si tu as un bon process, si tu as des bonnes méthodes, là, tu peux intégrer les bons outils. Et en fait, c'est ça, en fait, qui m'a donné envie d'être sales ops. C'est de dire: «Ah oui, mais en fait, ils n'arrivent pas à prendre des bonnes décisions parce que ils ont pas revu leurs organisations, ils ont pas revu leurs process, leurs méthodes et oui, tout le monde est attiré par les outils. Mais les outils pour faire quoi à un moment donné?» Donc voilà, en fait,
pourquoi j'ai voulu devenir sales ops, en fait. Et tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, quand on attaquera justement la partie sur les outils, on parlera un petit peu plus du CRM là que tu as commencé à discuter. J'ai vu un peu la discussion le post de Quentin, de Human School Ouais, qu'il a fait hier justement par rapport à ça. ouais, ouais. On pourra en discuter tout à l'heure. Bah, ouais, pas Hem, de problème. Si tu devais choisir une métrique sur laquelle tu, reportes à justement ton supérieur, quelle serait cette métrique? Ça peut être sur le trimestre actuel ou sur l'année? Alors, moi, en fait, il y a une chose, je suis obstiné par une chose, c'est l'acquisition client. C'est vraiment quelque chose auquel je crois fort parce que je pense que le seul moteur de revenus dans une société qui existe quand on est sur du commerce, c'est le newbies. Parce que, forcément, si tu fais pas de newbies, bah, tu pas à faire de la croissance. Et en période de Covid, en plus, et que ça soit là en période de Covid ou après Covid, de toute façon, les sociétés se tournent en ce moment massivement vers le newbies. Donc moi, vraiment le métrique qui m'intéresse, c'est la croissance de chiffre d'affaires. Et en fait, je veux vraiment la corréler avec les actions que je fais au day to day avec les business. Voilà. Ils sont partis, les commerciaux de cette, entité-là, ils sont partis dans telle formation, je leur ai mis tel outil, on regarde si ça génère comment du new business. Après, bien évidemment, il y a des choses, sur lesquelles, bah, je vais être assez précis puisque ça, c'est mon boulot de sales ops, de bien regarder, c'est quoi les close dates? Est-ce que de rapporter, enfin de matcher les close dates avec les étapes de vente par rapport aux opportunités et cetera et cetera. Mais s'il y avait un seul indicateur, bah, c'est vraiment celui-ci. Le new biz, la croissance de chiffres. Le new business. OK. Et à quel moment, en fait, SGS s'est rendu compte qu'il fallait un sales ops pour son équipe commerciale? Est-ce que toi, tu étais le premier justement chez SGS ou il y avait déjà une personne avant toi qui s'occupait de ça? Alors non, il y avait personne avant, j'étais le premier. Je pense pas que l'entreprise s'est réveillée un matin en se disant: «Ah tiens, il me faut un sales ops». Je pense que c'est vraiment plutôt des échanges en fait qui sont faits avec la direction générale, qui ont amené petit à petit à considérer en fait que les opérations dans la vente, c'était quelque chose de très important. Voilà. Mais globalement, dans les startups, ouais, c'est inné, il nous faut un sales ops, il nous faut un RevOps, et cetera. Non, dans les boîtes du legacy, c'est pas ça. Faut discuter avec la direction générale, discuter avec un un PDG et lui faire comprendre que oui, dans son modèle industriel, il y a les opérations pour le delivery, mais aussi les opérations pour la vente. Voilà. Et donc faut l'amener petit à petit vers ça. Et du coup, c'est toi qui a commencé à en parler, à discuter avec eux et ça s'est fait petit à petit, j'imagine? Ouais, en fait, moi j'ai commencé à discuter avec eux parce que, en fait, il faut savoir que SGS, c'est une société qui travaille autour du cadre réglementaire. Globalement, tu passes une certification parce que tu es obligé de la passer, parce que c'est l'administration souvent qui te le demande. Il faut que tu aies le tampon de cette administration-là, d'un tiers, donc nous en l'occurrence, pour continuer à exercer. Et en fait, hem, cette partie-là, heu, fait qu'à un moment donné, tu surfes sur ta base installée de clients et tu as pas tendance à te dire: «Attends, il faut absolument que je rentre du newbies, du newbies, du newbies». Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui arrivent sur le marché, qui peuvent être des sociétés qui vont être, des sociétés pour nous court-circuiter, soit parce que c'est des startups, ils ont quelque chose d'innovant, ils vont un petit peu plus loin dans la démarche, soit parce que, bah, nos concurrents type Bureau Veritas, Eurofins vont racheter comment des sociétés, à l'externe et donc à un moment donné, il faut absolument faire du newbies. Donc la discussion a été d'entrer sur ce champ-là. C'est comment on fait du newbies aujourd'hui? Bah, comment on fait du newbies? Il faut déjà avoir une force commerciale qui est formée pour faire du newbies. Donc là, on a déjà pris le volet formation. Après, on a pris, le volet, process. OK, c'est quel process que j'écris pour faire du newbies? Et si tant est que, bah, il y a un process, on va le comme je le disais, on va l'écrire, donc on va en faire un playbook. Une fois qu'on a la bonne formation, une fois qu'on a le playbook, bah, là, on va commencer à s'outiller. On va commencer à parler de CRM, on va commencer à parler de plateforme SEP et cetera et cetera. Donc voilà, donc c'est arrivé comme ça, en fait. Ouais, OK.
Et justement, bah, tu as commencé justement à créer l'équipe, et à comment dire? À introduire le métier de SalesOps. Combien il y a de personnes aujourd'hui, en fait, dans ton équipe de SalesOps, chez SGS, et comment est structurée ton équipe, bah, de commerciale aujourd'hui? Alors, moi, c'est pas une équipe en tant que telle que de sales ops. C'est une équipe, en fait, qui est, une équipe support, qui est une aide, à la vente. Donc par exemple, j'ai une autre personne que tu connais qui est Benoît. Lui, Benoît va être dans mon équipe. C'est un sales ops, mais lui qui est très focusé sur l'outillage, l'interconnexion entre les outils, d'accord? Donc vraiment l'interconnexion à l'écosystème d'un produit et à l'analytique. Voilà, je veux croiser telle donnée avec telle donnée et voilà. Donc par exemple, je vais te donner un un exemple très concret. C'est, «Ah tiens Harry, il y a un truc qui est bizarre, le temps d'appel des commerciaux, il y en a pour certains, excède pas 1 minute 30. Enfin la moyenne c'est 90 secondes pour un commercial. OK, bah là effectivement, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, allô, Laurent? Oui, j'ai vu que tu mettais 80. Bah oui, il y a un gros problème dans les bases de données, les numéros sont pas bons et cetera. OK, on arrête la prospection. Cette séquence-là, on l'arrête, on revoit toute la base de données». Donc ça, c'est son job. Voilà, de bien mettre toute la donnée et être dans l'analytique. Après, j'ai une autre équipe qui est autour de tout ce qui va être l'inbound. Donc là, ça va être très ancré avec le marketing. Donc, les landing pages, on fait une landing page sur telle offre, pourquoi on l'a fait? On l'adosse à un webinar, et cetera, et cetera. Donc pour créer en fait des leads, entrant au commerce. Donc voilà, donc j'ai une équipe d'un autre sales ops, pour reprendre, analytique, et une équipe d'à peu près 4-5 personnes sur la partie marketing. OK, et ton équipe, commerciale, tout à l'heure, tu disais que vous avez 9 business lines. Donc du coup, comment elles sont structurées, ces équipes? Ouais, alors, chose importante, en tant que sales ops, je ne suis pas la supérieure hiérarchique, d'accord? C'est important de le savoir. Chaque DIRCO est payé en fait par le chef de la business line, par le responsable de la business line. Moi, j'ai juste un pouvoir fonctionnel sur eux, donc de leur dire: «Bah, voilà, le process qu'il faut que tu mettes en place, c'est celui-ci. Voilà les outils qu'il faut que tu utilises», et donc aujourd'hui, on a des directions commerciales qui sont entre 4 à 5 personnes jusqu'à une quinzaine de personnes. Voilà, et donc il y en a qui sont encore, pour reprendre ta première question du début, encore un peu en chasseur-éleveur, et tu en as d'autres où, qui sont organisés par pôle. Donc là, il y a une entité où il y a 14 commerciaux et ils ont un pôle BDR, donc où tu as une personne dedans qui s'occupe de générer les bonnes bases de données. Donc là, c'est un poste, qu'on est en train de en recrutement. Donc c'est-à-dire avoir les bons mails, avoir les bons numéros de téléphone. On pourra en revenir là-dessus parce que ça, c'est une vraie problématique. Après, on a dans cette équipe-là, il y a une personne qui va être spécialisée, enfin pas une, plusieurs personnes spécialisées sur l'outbound, où là, bah, eux, ils ont leur plateforme de SEP et ils carburent sur leur plateforme de SEP. Une fois qu'ils ont, signé le client, ils passent la gestion du client à un account manager qui lui est censé faire augmenter la LTV, donc augmenter le chiffre d'affaires grâce au foisonnement. Donc voilà, et en fait, nous, nos BDR, parce que dans le découpage qu'on voit dans certaines sociétés comme les startups, ils font la prospection, ils s'arrêtent à la prise de rendez-vous. Moi, ça, je veux pas. S'ils peuvent aller jusqu'au closing, je les amène jusqu'au closing. Je veux pas leur enlever cette joie-là, en fait, de se dire: «Putain, j'ai prospecté, j'ai fait de mon point de vue le plus dur, aller chercher le client, d'accord, bah, moi, j'aimerais bien faire le closing». Voilà, et moi, je veux pas leur enlever ça. En revanche, ils peuvent se faire accompagner de gens, plus érudits, de gens plus spécialisés, mais ils ont la capacité d'aller jusqu'au closing. Et ça va être sur des paniers plutôt petits, j'imagine? Ou n'importe quel type de Non, panier? pas forcément, ça va des paniers, autour de, les paniers moyens sont autour de 4 à 5 000 balles, donc voilà, Alors après, c'est pareil, quand par exemple tu fais quand je dis 4 à 5 000 €, ça peut être vu par exemple pour certaines sociétés très petit. Je m'explique quand même, je donne un peu de contexte. C'est que,
un panier moyen chez nous, par exemple, un test, ça peut être, 1 000 ou 2 000 €. Sauf que le client va te dire: «Mais moi, en fait, j'ai toute une ribambelle de produits à tester et donc j'ai bien compris, le test unitaire, c'est 2 000 €. Par contre, j'ai 40 produits à vous envoyer dans l'année». Voilà et donc forcément, ça fait pas le même chiffre à la fin. Voilà. Et juste avant de passer à la question suivante, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, un outil CEP? Parce que depuis tout à l'heure, en fait, on en parlait, j'ai vu sur ton profil, LinkedIn ce que c'était, mais juste pour expliquer à ceux qui écoutent, qu'est-ce que c'est un Ouais, le SEP, c'est, SEP, pardon, ouais. c'est Sales Engagement Platform. Globalement, c'est une couche qu'on met au-dessus du CRM pour, les SDR, les BDR. Donc vraiment, c'est une couche de prospection. Donc, les grands noms, connus sont, Salesloft, après chez nous en France, on a des gens comme Datananas, comme Lemlist, voilà, le plus grand, enfin ceux qui se battent les 2 avec Salesloft, c'est Outreach. Donc, voilà, on a un gros focus sur cette partie-là parce qu'on pense que on bon ça c'est, je digresse un petit peu, mais globalement la plupart des directions commerciales font un focus, comme si c'était un graal, le CRM, mais en fait on remplit pas le CRM. Le CRM, c'est très compliqué à la remplir. Donc OK, on peut faire des incentives sur le CRM, on peut, être un très bon manager, on peut faire tout ce qu'on veut, être super discipliné. Les commerciaux aiment pas remplir le CRM. Voilà, c'est une tâche administrative pour eux. On a beau m'expliquer que oui, il y a plein d'interconnexions. Voilà, si tu mets une couche de SEP au-dessus, toute la gestion de l'effort commercial en termes de prospection et cetera est dedans et ça se déverse dans le CRM et dans ce cas-là, le commercial n'a plus besoin d'aller dans le CRM. Je pense que c'est ce que tu vis toi aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle tu es. Ouais, pour, nous, je t'avoue qu'on a pas mal d'outils pour justement simplifier, le remplissage du CRM. En soi, en tant qu'SDR, les seules choses qu'on a à faire, c'est bien mettre son nom sur le compte qu'on travaille, et mettre une note sur le compte, si on a des informations qui sont pas dans les emails ou tu sais, qu'on a eu par téléphone, ce genre de choses et c'est tout. Je crois que c'est les seules choses qu'on a à faire et après pour les comptes exécutifs, c'est autre chose. Ils ont un peu plus de travail bien sûr à faire. Quand il y a des meetings, bah, il y a les notes à prendre, mais la plupart du temps, on a pas mal d'outils en fait pour simplifier, le remplissage de le meeting, quel jour il s'est fait, ce genre de choses, tout est fait, tout est automatisé par rapport à ça. Il y a quelques informations encore à remplir à la main, mais voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors par exemple, tu prends HubSpot, c'est très bien, ça remplit en tant que tel. C'est bien, enfin c'est top, Salesforce aussi, quand c'est bien intégré parce que c'est quand même souvent une usine à gaz le truc. Mais c'est vrai que quand on a une couche au-dessus, et que c'est le commercial, qui fait toute sa prospection dessus et que ça déverse dans le CRM, tout le monde gagne du temps en fait. Enfin voilà. C'est le manager est content, OK, et le commercial, lui, il est 3 fois plus content encore. C'est ça. Alors la question suivante, ça va être plus sur le télétravail. C'est qu'est-ce que ça a changé pour vous aujourd'hui, pour ton équipe, pour qu'elle puisse continuer à vendre justement? Hem, alors déjà, ça a révélé déjà pas mal de problématiques. La première, une très, très simple, c'est que, dans la prospection, on s'est rendu compte que, on utilisait par exemple, donc on a Sales Navigator, on fait nos listes de buyer persona, on fait du scrapping avec, Phantom Buster, on l'enrichit avec des outils comme, Drop Contact, Société Info, et cetera. Sauf qu'aujourd'hui, les commerciaux, quand ils appellent pas l'entreprise en tant que telle, parce qu'il y a plus personne dans les entreprises. Tout le monde est en télétravail. Donc, il y a une problématique sur la base de données. Il nous faut absolument les numéros de portable. Et cette problématique-là, dans mon réseau, que ça soit le même réseau que le tien, j'ai beau en parler et tout compte fait, je vois que toujours on arrive sur 3 solutions. Soit je prends ça et je l'envoie dans un pays étranger en disant: «Bah, comme Aircall fait, bah, voilà, le vendredi je vous envoie ça et le lundi je reçois ma base de données et tout est fait». Chez SGS, c'est quelque chose qui est pas possible pour plusieurs raisons, peut-être liées à l'éthique et cetera. Soit, bah, on fait tout à la mano et c'est des commerciaux qui le font. Donc alors le commercial, lui, il fait des tâches administratives, il remplit CRM, il prospecte, il fait bon bref,
trop chronophage, on arrête. Donc ça je l'ai fait. Ça, c'est un vrai retour d'expérience. C'est super, ça apprend au commercial qu'en fait, bah, c'est pas si facile, que c'est une chose qui est hyper importante, la donnée. Souvent, on en parle, mais on pense que c'est plus pour les ennuyer qu'autre chose, mais non, c'est important. Et bah, la deuxième solution, c'est d'avoir quelqu'un qui est dédié dans l'entreprise pour ça, quoi. Et je crois qu'on n'a pas le choix, en fait. Il faut que ça soit qu'il y ait quelqu'un, qui est dédié là-dessus. Dédié, bien évidemment, il peut avoir des tâches, complémentaires à ça, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Et ça, en fait, ça a été vraiment une grosse problématique. Hem, Ça a aussi montré aussi des problématiques de process. Donc même quand tu travailles sur les process, bah, le process, en fait, il évolue le process, tu vois? Et je sais pas si tu l'as constaté, j'imagine que oui. Bon, cette année, c'était l'explosion des webinars, quoi, hein, il y avait, n'importe quel sujet, il y avait 10 webinars, dans la semaine, autour de ce sujet-là et cetera. Donc forcément, bah, comme tout le monde met des webinars, bah, forcément, il y a des inscrits. Dans les inscrits, il faut les traiter et donc, bah, là, tu revois aussi ton process de lead, en fait. Bah, tu te dis: «Ouais, ton MQL, bah, faut qu'il soit encore mieux étalonné, qu'il soit encore plus précis». Parce que quand tu vas dire au commercial: «Lui, c'est lead show, faut que tu l'appelles». Bah, tu pas intérêt de te tromper, quoi. Parce que, déjà il est obligé de prospecter pour faire du newbies à gogo, sachant que l'année est difficile, si en plus tu lui parles à un lead qui est pas qualifié, c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont changé, en fait, chez nous, tu vois? Dans les choses qui ont changé, oui, bah, la vente à distance, c'est différent aussi, voilà, aujourd'hui, et je pense que même pour à l'avenir, il faut limiter les déplacements, en fait. Il faut déjà, mieux creuser le besoin de ton prospect avant d'aller le voir et je pense que la visio, c'est super pour ça, tu vois? Parce qu'avant, tu faisais 1 heure en région parisienne, par exemple, pour prendre que ça, pour aller voir comment ton prospect. Donc là, bah, il suffisait que tu aies pas bien étudié le prospect, que tu aies pas bien fait tes trucs, donc bah, ta proposition de valeur, elle était à 2 francs 6 sous. Mais comme tu avais fait 1 heure à l'aller et que tu vas faire aussi 1 heure au retour, ton interlocuteur il va pas te dire: «On arrête parce que là, je comprends rien à ce que tu me dis, tu peux rentrer», voilà. Donc il te laissait blablater, donc tu perds du temps que maintenant, bah, tu peux enchaîner. Puis si personne te dit: «Bah non, en fait, c'est pas bon, ça m'intéresse pas», bah, là, c'est plus facile, quoi. C'est pas parce que tu es à distance, hein, c'est pas le biais d'exposition qui fait ça. C'est simplement que, bah, au moins tu fais ni perdre de temps à l'un ou à l'autre, quoi. Ouais, comme ça, tu peux te focus vraiment sur les prospects les plus intéressés par ce que tu fais, après, pour cette année, donc 2020, comment dire? Quelles sont les plus grosses problématiques sur lesquelles tu es tombé? Et est-ce que tu as trouvé une solution pour les résoudre? La plus grosse problématique, je sais pas si c'est que 2020, en fait, je te parle, c'est des retours d'expérience, hein, la plus grosse problématique dans les entreprises comme les miennes, c'est la culture d'entreprise, en fait. C'est le fait de changer les mentalités. Aujourd'hui, un sales ops dans une entreprise comme la mienne, c'est pas du tout courant, quoi. Pas du tout. Donc il faut expliquer aux gens en fait, j'ai pas trouvé de solution, si ce n'est la patience. Par moment, bah, tu aimerais avancer plus vite, sauf que, bah, les gens, bah, eux, ils doivent aussi faire leur propre chemin. Donc ils ont besoin aussi de tester pour s'apercevoir que ce que tu leur as dit, est juste, et que, bah, tout compte fait, ils sont enclins maintenant à t'écouter et à suivre tes recommandations. Donc en fait, ce que ça vraiment la culture d'entreprise, c'est compliqué. Il faut vraiment accompagner comment les gens. Hem, Tu sais, il y a des directeurs commerciaux et c'est pas véhément ce que je dis, j'oppose pas les 2 entre vente normale ou je sais pas si on pourrait dire ça et vente moderne. Les gens peuvent vendre aussi bien, c'est simplement qu'il y a des choses qui vont leur faire gagner du temps. Au début, ils en sont pas convaincus parce qu'ils l'ont jamais vécu. C'est comme tout, il y a des gens qui sont comme saint Thomas, ils croient que ce qu'ils voient en fait. Donc voilà, faut vachement accompagner. C'est pour ça que j'ai tendance, sur ma mission, à prendre des petits périmètres, à faire un focus sur ce périmètre-là, montrer le résultat que ça donne et dire: «Bah, voilà, maintenant on peut déployer à grande échelle, est-ce que ça vous dit?» Et là, ça marche. Donc voilà, ouais, c'est la culture d'entreprise. Mais c'est ce que je t'avais dit, tu sais, un jour, globalement,
je sais tout ça, c'est un chemin, en fait, hein, et surtout quand tu es sales ops, tu essayes plein de petites choses. Il y a, il y a plein d'échecs. Souvent, ce que je t'ai dit la dernière fois, je sais pas si tu y repenses, mais le succès et l'échec ont souvent le même «goût» entre guillemets parce que, bah, c'est juste le chemin que tu fais qui t'amène à tout ça et heu et de temps en temps, je suis content d'avoir certains échecs parce que je me dis: «Ah OK, bah, ça tourne pas bien, donc faut absolument que je trouve une solution» et le fait qu'il y ait eu un échec, tu dis: «Mais même la solution que je vais ramener, je sais que peut-être dans quelques temps, elle sera à challenger, à faire autre chose, voilà. Là, tout à l'heure, tu parlais de plateforme SEP. Ouais, j'en ai essayé plein, hein, chez SGS, hein. OK? Et j'en ai fait plein de conneries. Voilà, où au début, les, la délivrabilité des mails, c'était pas mon souci. Donc bah, il y a eu des abus de certains directeurs commerciaux et après tu te dis: «Oh là là, les mails, ils arrivent en spam et tout, faut tout refaire, faut retravailler là-dessus. Bon, bah, voilà, bah, maintenant je l'ai vécu. Je sais à quel point c'est important, quoi. Et bah, justement, tu commencé on était en train d'en parler, des plateformes SEP. Enfin, là, c'est plus une question sur, les outils que vous allez utiliser. Donc c'est quels sont les outils, que toi tu utilises et que tes équipes utilisent? Alors, Et pour résoudre quoi aussi? OK, donc je te fais toute la chaîne. Une fois qu'on connaît nos ICP, nos buyer persona, on va les chercher sur Sales Navigator. OK? Donc là, on va sur Sales Navigator, on crée les ICP, les buyer persona. On utilise Phantom Buster pour faire de l'extraction, donc du scrapping, globalement. Là, ça nous fait un fichier, CSV qu'on clean parce qu'il y a quand même besoin de cleaner, donc il y a une action manuelle. Une fois que cette action manuelle est faite, on l'intègre dans Drop Contact. Voilà. Là, maintenant, on a la problématique des numéros de téléphone portable. Donc bon, on a Lusha, mais maintenant, je vais te raconter la vraie vie. C'est que quand tu as une liste de buyer persona où tu as 100 mecs, ça veut dire qu'il faut que tu ailles sur 100 profils Lusha pour avoir les 100 numéros de téléphone, OK? Donc là, on est en train de parler avec, enfin pas en train de parler, on est en train de tester, Casper ou donc qui est le même truc mais français en fait et là, on leur donne carrément les bases le fichier qu'on a sur Drop Contact et c'est à eux de nous le remplir avec les numéros de portable qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc là, pour l'instant, on attend de voir ce que ça donne. J'ai pas de résultat à te donner là, aujourd'hui. Une fois qu'on a fait ça, on met ça dans une plateforme d'SEP. Donc on a, du Datananas. Ça a des avantages comme des inconvénients. Datananas, c'est pas mal parce qu'eux, ils ont aussi leur petit module, Data Connect qui est un add-on qui permet en fait de reconstituer les adresses mail, donc c'est pas trop mal. Simplement en fait Datananas aujourd'hui, c'est pas multicanal. C'est c'est fait du mail automatisé et après ça fait des tâches. Donc ça c'est un peu limité. Donc après, on s'est dit, Lemlist, c'est pas mal parce que comme notre délivrabilité est pourrie, eux, ils ont une super option dedans qui s'appelle Lemwarm, qui permet en fait eux, ils ont une base de clients, et on échange des mails entre clients. Alors bien évidemment, ces mails à l'intérieur, c'est, des mails, l'objet comme le contenu du mail est fait, qu'il faut simplement te construire une archive dans ton Outlook et en fait les mails Lemwarm tombent dedans. Donc ça va être un extrait Shakespeare, les Fables de La Fontaine et cetera et ça s'échange et en fait comme c'est prioritaire, bah, ça fait remonter ta e-réputation. Donc ça, c'est pas mal. C'est multicanal, je parle de la l'Emlist V3, hein, OK? C'est multicanal, donc tu as, du LinkedIn. Au niveau des calls, donc là, il faut que tu, plug Aircall. Donc voilà, c'est bien, mais c'est pas du tout véhément, hein, tout ce que je dis, hein. Voilà, c'est mon expérience à moi. C'est marketing, en fait. C'est très marketing. C'est très marketing et en fait, tu as pas un gestionnaire des tâches très précis comme tu peux l'avoir, par exemple, sur Salesloft ou Outreach. Donc là, on discute avec ces gens-là parce que je pense on va intégrer une des 2. Donc voilà, donc ça, c'est les outils de la base de données jusqu'à la prospection. Après, on a un CRM.
Donc le CRM, c'est un CRM Corp, qui est, Oracle. Attention. Heu, donc donc voilà, bon, c'est un CRM quoi, la différence, c'est qu'il est peu ouvert sur l'écosystème. Et c'est un petit peu dommage. C'est sûr que par rapport à un HubSpot où quand tu mets l'adresse mail d'une personne, ça reconnaît le nom de domaine, ça te crée automatiquement la fiche entreprise. Bon, ça c'est super. Au niveau de la navigation, donc c'est-à-dire de l'expérience utilisateur, l'UX, bien évidemment, c'est topissime, HubSpot. Tu peux faire une grosse recherche de data, d'accord? Donc tu peux vraiment avoir des dashboards, assez précis. Tu l'as aussi sur Oracle, mais tu peux pas recouper comme HubSpot. Après, on a un module de CPQ. CPQ, C, c'est pour configure, le P pour, price et le C pour quotation. En fait, quand tu as commencé à standardiser tes offres de services ou tes produits, c'est un module dont tu te sers pour envoyer en fait des devis de manière automatisée. Voilà, ça te fait tout de suite la configuration, ça va te rechercher tout de suite les prix et ça te génère de facto le devis. Donc ça, c'est un gain qui est colossal. Et vous utilisez quoi comme outil pour ça? Une suite Oracle, Une suite voilà, Oracle, mais OK. qui fonctionne bien. OK. Faut le préciser. Et Donc et après le CPQ, tu as autre chose, ouais, alors dans le après, bon, il y process? a plein de trucs, comme je t'ai dit. Après, on a du Lusha, on a du Casper, voilà, de temps en temps, comme, quand dans Contact, ça fait pas l'affaire, on fait du Société Info. Donc voilà. Après, ensuite, bureautique, on est Office 365, donc avec, toutes les suites, Teams, et cetera. Donc voilà ce qu'on utilise. Ça marche. Pour le CRM, en fait, ça, c'est une question, qu'un autre CESOS m'avait demandé justement de poser. C'est pour le CRM, est-ce que tu gères tout en interne ou tu as une boîte qui t'aide, Pas de sur, boîte, pas de boîte? pas de OK, boîte, tout en interne. tout en interne. En fait, alors c'est marrant parce que, moi j'ai commencé en tant que sales, dans l'externalisation de systèmes d'information. Donc normalement, je devrais être hem, plutôt comment dire? À l'aise avec le fait de confier quelque chose à l'externe. En tant que sales ops, pas du tout. Pourquoi? Mais pas du tout. Parce que, par exemple, comme tout le monde, tu te rappelles au début de l'interview, tu m'as dit: «Ouais, les organisations». Je t'ai dit: «Ouais, les organisations legacy, souvent, c'est chasseurs-éleveurs». On commence à intégrer parce que en fait, un chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive dans une société, il va chasser, il va faire du business. À un moment donné, quand il commence à avoir des gros comptes, il devient, bah, éleveur aussi à son tour. Il est happé par, les problèmes du quotidien. Et puis à un moment donné, bah, il est bien quoi, tu vois? Il a plus trop besoin de prospecter, si ce n'est comment demander à son interlocuteur, qu'est-ce qui va arriver comme projet. C'est pour ça que souvent ces sociétés-là, dans cette organisation-là, faut qu'elles aient un bon système RH, un bon système de sourcing et justement, pouvoir bien modérer le turnover. Et je te dis ça, c'est parce qu'après quand tu fais ça, tu te dis: «Mince, il y a pas assez de new business». Ah ouais, donc le marketing, c'est génialissime, il faut absolument que j'ai du lead gen. OK, donc pour avoir du lead gen, ah ouais, non, mais moi je veux pas investir dans le marketing en interne, hein. OK, bon, bah, on fait appel à une boîte de lead gen externe et alors là, moi je l'ai fait et je l'ai fait c'est des gens bien, j'en suis pas du tout satisfait. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Non, non, 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 je fais tout aller, je fais tout en interne. Je me dote des bonnes compétences. Je prends le temps nécessaire, mais je veux maîtriser mon moteur de revenus». Voilà. Donc non, le CRM, il est orchestré par nous-mêmes. Ça roule. Toujours sur le CRM, tout à l'heure, on a commencé un peu à en parler justement, du post de Quentin, qu'il a fait, hier, enfin au moment où on enregistre l'épisode. Il avait fait un post sur, les sales, pourquoi c'est chiant pour eux, en fait, justement d'actualiser leur CRM. Et j'avais vu ton commentaire. Chez toi, chez SGS, c'est ta responsabilité ou c'est la responsabilité de tes équipes commerciales, enfin tes directeurs commerciaux?
d'avoir leurs sales qui actualisent leur CRM? Bon, alors je te fais déjà une breaking news avant, c'est que ce poste-là, bien évidemment, c'est un poste test qu'on a créé tous les 2. C'est parce qu'on va sortir un article, justement sur les plateformes de SEP. Donc tout ça a été orchestré pour voir, entre guillemets, «la traction» que ça allait donner. Donc je te le donne, tu es le premier à le savoir, mon cher Henrik. Donc il y a un article qui va sortir normalement mardi prochain, qu'on a coécrit tous les 2 sur cette partie-là. Heu Pourquoi donc juste, si tu me permets, parce que en fait, on pense que, quand avant d'être client, tu es prospect et à ce titre-là, tu as le droit aussi à une expérience. On dit souvent une expérience client, mais je pense que l'expérience prospect aujourd'hui, elle est même plus importante parce que c'est les premiers pas que tu vas mettre, dans l'entreprise de ta cible. Donc il faut absolument que l'expérience que lui va vivre au travers de ta prospection, elle soit la plus fluide, qu'elle soit sans friction, et cetera. Donc souvent, les gens ont tendance à vachement investir dans l'outillage, CRM, peut-être à se dire: «Ah, j'ai un CRM, j'ai», par exemple, il y a une société avec qui je parlais il y a pas très longtemps qui a, Sugar CRM et c'était: «Ouais, non, mais le CRM, il est pourri, il donne pas ceci, il donne pas cela». Alors que ouais, mais est-ce que c'est vraiment le cœur du sujet, en fait? Est-ce que le CRM aujourd'hui, c'est un entrepôt de données? Est-ce que tout compte fait, sa réelle utilité, c'est pas juste un entrepôt de données. Maintenant, il faut que la donnée qui rentre dedans, elle soit la meilleure, la plus fine possible. Mais est-ce que c'est le commercial, en fait, au travers l'utilisation du CRM qui va te donner cette donnée la plus fine possible? Ou c'est justement avoir une plateforme de SEP sur laquelle tu vas faire ta prospection, sur lequel on va voir en fait tout ce qu'on voyait pas avant, là, on va le voir. Et c'est comme ça, en fait, que la donnée qui va se déverser dedans, elle sera la plus fine possible. Donc non, c'est pas ma responsabilité, à ce que le CRM soit bien rempli. Moi, je prends un outil, je montre comment faut l'utiliser. Enfin, d'abord, je prends un outil, je prends un ou 2 commerciaux, OK? Je fais des tests avec eux. Je les challenge, je regarde comment ils l'utilisent, j'en dis: «Non, tu dois pas l'utiliser comme ça» et cetera et cetera et après une fois que bon, je me dis: «Bon OK, le process est bon, la méthode qu'ils ont est bonne, l'outil choisi est le bon». Là, par exemple, on change pas mal sur cette plateforme de SEP. Beh, là, je peux commencer à faire un guide d'utilisation, à faire des séances de training, à dire au DIRCO: «Je t'explique, voilà la donnée qui est importante. Voilà, moi je vais t'aider tous les mois à ce qu'on regarde ensemble les dérives de ton équipe commerciale. Par exemple, bah, là, à fin décembre, tu as, 200-300 000 €. Je t'explique, il y a la moitié en fait des opportunités qui sont, au sales stage découverte, donc tu les feras pas. Donc soit la méthode de qualification d'opportunité, elle n'est pas maîtrisée et là, ça me pose un vrai problème. Donc là, il faut revoir comment la formation de tes sales. Soit, bah, ils ne le remplissent pas bien, on en revient toujours à la même chose, OK? Soit il y a une problématique, autre et là, faut creuser. Donc moi, je vais orienter en fait le DIRCO, mais aucunement, c'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité du manager commercial, donc du directeur commercial. Et question suivante, ça va être sur bah, ça peut être pour cette année ou depuis que tu es arrivé chez SGS. Quel est le truc ou l'outil le plus productif que tu as mis en place pour tes équipes? Je suis désolé, je suis monomaniaque, hein. Bah, en fait 2, la plateforme de SEP et la formation. Voilà. La formation, aujourd'hui, on est parti avec Human School. Voilà, la formation est tip top sur la prospection. Elle est hyper quali. Ça bouscule, ça brasse les équipes. Mais voilà, en fait, les 2 choses qui ont amené le plus de résultats, c'est ces 2 choses-là. Voilà, clairement. Et si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème, qu'est-ce que ça serait? Il y en a plein, la data effectivement, avoir tous les numéros de portable de toutes mes cibles d'un seul coup, ça serait génial. Hem, non, je pense que j'aimerais en fait à un moment donné que, alors il y a plusieurs choses. J'aimerais que les directeurs commerciaux,
ne voit pas le sales ops comme de temps à autre un concurrent. Parce que on est simplement en fait de l'huile dans des rouages qui peuvent être un petit peu grippés. Donc ça c'est mon premier souhait. Le deuxième, c'est de bien faire comprendre aussi aux directeurs commerciaux que la prospection, c'est le truc en fait. C'est si tu prospectes pas, il y a pas de business, quoi. Donc voilà, leur faire comprendre que cette partie-là doit être automatisée le plus possible. Voilà. On arrive sur la fin de l'interview, donc il y a 3 questions encore et c'est fini. Donc la première des 3 dernières, c'est si les auditeurs devaient retenir juste 3 choses sur ce qu'on vient de discuter, quelles seraient ces 3 choses? Il y a pas d'échec, il y a pas de réussite. Tout ça, c'est qu'un chemin. Ça prend du temps. Je vais pas faire comme tout le monde, dire, «Ouais, il faut être patient». Effectivement, être patient, c'est important. Mais je pense que, ouais, c'est un chemin. On va tomber sur plein de problématiques et c'est pas une fin en soi, en fait. Et puis, c'est pareil, c'est la même enfin, c'est en rapport aussi, à ça aussi. La question que tu me poses, c'est que, ouais, tout le monde donne des conseils sur tout, en fait. Tout le monde a un avis sur tout. Et ce que je me rends compte, c'est que, bah, quand tu as un avis sur tout, tu es expert en rien. Donc entourez-vous de gens qui sont vraiment des experts. Voilà. Des gens qui ont vraiment une expertise profonde sur quelque chose, ça sera bien mieux qu'une personne qui a un avis sur tout ou des personnes qui ont des avis sur tout. Voilà. Il faut faire son parcours. Ça marche. Comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais? Heu, je sais même pas si j'ai la réponse à ça, en fait, comme question. Hem, ouais, je prends l'analogie que je t'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, dans un monde industriel, il y a des opérations dans les industries et bah, dans le monde du commerce, il doit y avoir aussi des opérations et donc que le commerce, ça se digitalise. En fait, ouais, j'ai tendance aussi à dire que parmi les directions entre guillemets «support», hein, si je peux dire ça, c'est parce que c'est pas vraiment, le commerce n'étant pas vraiment qu'une direction support, mais en fait, on est le dernier volet à être digitalisé. Il y a eu les RH, il y a eu la finance, machin et cetera et là, le commerce depuis 4-5 ans, il y a énormément de choses qui se passent autour du commerce. Donc je leur explique aussi ça, leur dire: «Vous savez, la digitalisation, bah, ça arrive aussi au niveau du commerce». Ça veut dire que, bah, vous voyez, quand on fait des rendez-vous, avant c'était terrain, bah, maintenant non, c'est plus terrain, maintenant c'est à travers un écran et bah, de temps en temps, comme on parle beaucoup, comme moi parce que moi, par exemple, je suis bavard, bah, je peux tu peux pas tout noter, donc bah, tu enregistres en fait, la visio que tu as avec la personne. Comme ça te permet aussi derrière de revenir sur des points importants qui auraient pu t'échapper. Bah, c'est tout ça en fait, que je leur explique. Si tu devais recommander un autre SysOps ou RevOps pour ce podcast, quelle serait cette personne? Alors, j'en connais pas beaucoup moi de sales ops. Forcément, j'en crois sur LinkedIn, forcément on se like les posts des uns et des autres, peut-être par règle de réciprocité d'ailleurs. Hem, non, quelqu'un qui connaît bien les outils, qui sait bien monter une bonne stack, qui est, aussi dans l'analytique, j'en vois 2. C'est, Benoît Lemaire, qui sait très bien faire ça, et puis Quentin Préchou. Voilà, c'est 2 personnes avec qui, je travaille tous les jours. Donc voilà. Ah super Harry, bah, merci pour la recommandation et merci d'avoir pris le temps aujourd'hui, pour, justement faire, cette interview. C'était super intéressant et je suis sûr que ça va donner beaucoup d'informations sur les gens qui vont écouter ce podcast. Bah, super, bah, c'est surtout merci à toi, Henrik.